En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. Et voilà, l'enregistrement doit démarrer. Salut Alexandre, comment vas-tu ? Salut Thomas, je vais très bien et je suis content qu'on se reparle et que tu me réinvites sur ton podcast. Exactement, donc tu es de retour. La première fois c'était dans le podcast LNM, on a pu découvrir pas mal de facettes de ta vie. On avait fait un bon tour d'ailleurs. Exact. On va pas reparler des parkings aujourd'hui, on va se focus sur l'horlogerie. Je veux plus parler de parking, c'est fini. J'en veux plus. On va se full focus sur l'horlogerie, puisque toi, tu as une chaîne d'horlogerie. C'est ce qui te... Allez, on va dire, c'est ce qui te crédibilise dans ton côté passionné. C'est ce qui fait de toi plus qu'un passionné. Oui. D'autant plus que c'est même pas ça qui te fait réellement vivre. Non, à part un peu de Google Money, quand même. Voilà, un peu de YouTube Money. Mais pas beaucoup. Voilà, c'est pas ça qui te fait gagner ta vie aujourd'hui. Non, c'est plus une passion et du coup qui grossit, qui grossit pas mal et ça commence à prendre vraiment forme depuis 2 ans, donc je m'amuse bien. Ok, donc le plaisir avant tout. On va dire ça comme ça. C'est pour le kiff avant tout. C'est pour le kiff avant tout. Après, il y a quand même des marques, tu sais, qui m'envoient des produits, des boîtes, des petites sacoches pour le voyage. Je reçois des montres aussi. C'est assez récent. Donc, il y a des collabs qui se font. Mais le point de départ, c'était vraiment la détente, l'entertainment. C'est vraiment ça qui me drive. Et c'est pour ça que je le fais de manière aussi détente. Après, si demain, ça devient un peu plus business, faudra que je puisse garder la direction artistique, tu vois. Ça ne devienne pas drivé par les marques elles-mêmes, quoi. Ouais, je vois. Non, mais écoute, c'est bon. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir pour parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux. Et du coup, pour rentrer vraiment là-dedans et que tu puisses te présenter. Alors, les gens qui veulent vraiment la découverte d'Alexandre Lacharme iront voir l'autre podcast, je mettrai le lien. Ouais, mais est-ce que tu peux te présenter en tant que passionné d'horlogerie, nous dire comment tu es tombé là-dedans et puis éventuellement nous pitcher un petit peu ta chaîne toquante, quand est-ce qu'elle a commencé et pourquoi ? Pour me présenter, donc Alexandre, passionné de montres depuis ma tendre enfance. J'ai toujours aimé les montres, toujours. J'ai eu des montres totalement pourries au début, comme tout le monde. J'ai eu les Swatch, les Festina et tutti quanti. Et je suis passé à l'action d'acheter une montre sympa. En 2007, quand j'avais 21 ans, je tombais dans la marmite. J'ai acheté une petite Bell & Ross vintage, qui n'était pas une vintage parce qu'elle était neuve. Mais c'était son nom marketing, justement. Et puis après, j'ai enchaîné. J'ai acheté des Rolex, etc. Et j'ai créé Tocante en 2020. La chaîne, j'avais créé un peu avant, mais il n'y avait pas de contenu. Mais j'ai commencé à poster du contenu en 2020, pendant le premier confinement, où j'étais confiné dans l'ouest de la France, du côté de Nantes, très jolie ville. Et je me suis dit, pourquoi pas partager cette passion ? J'étais confiné avec une montre, une Rolex que j'avais, et puis ma caméra. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ma passion sur un ton sans langue de bois et de poster ça sur YouTube. Mais vraiment, j'ai fait ça, tu vois, feeling, quoi. Et ça a bien pris. Ça a bien pris. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais ça a bien pris. Et du coup, j'ai enchaîné. Et ça m'a permis de rencontrer un max de personnes, de découvrir plein de passionnés, de voyager aux 4 coins de la France. Et du coup, maintenant, ça m'anime. Et c'est vraiment un exutoire, mais qui se professionnalise de plus en plus. Ok, écoute, c'est cool, bon résumé. Ça fait combien de temps maintenant ? C'était en quelle année, tu disais ? 2019 ? C'était en mars 2020. Mars 2020 où j'ai commencé à poster. Donc tu vois, ça fait là aujourd'hui, ça fait quand même 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi, il y a une bonne croissance des abonnés. Ça fonctionne bien. Franchement, il y avait un créneau à prendre. Ça fait un peu comme si c'était prémédité quand je dis ça, mais il y avait, si tu veux, un besoin, je pense, une place à prendre sur le côté, on parle d'horlogerie, on démystifie, mais sur un ton un peu à la cool. Et maintenant, il y a plusieurs acteurs qui se mettent dessus, qui ont emboîté un peu le pas, et sortir un peu du côté élitiste
et qui me plaisait pas. Et du coup, écoute, ça fonctionne. Ok, bon écoute, en tout cas c'est cool, on mettra le lien de la Mm. chaîne et tout. Faut évidemment aller voir ça, il y a plein de trucs hyper intéressants, puis il y a pas mal de formats qui sont différents. Ouais. Donc, Podcast, format des invités qui me présentent leur montre. Donc, je vais chez eux, on va dans un café, ils viennent chez moi, peu importe. Format podcast, format aussi, je filme mon écran. J'ai appelé ça nocturne avec Tocante, où en fait, quand il y a une annonce qui est faite par une marque ou quoi, où j'ai envie de réagir à chaud, je filme mon écran et du coup, je réagis sur un format long. Et ça fonctionne pas mal aussi. En fait, j'ai 3 formats différents et j'ai envie de proposer plein de formats. Ça m'amuse. écoute, ça pourrait être tout un tas de sujets sur lesquels je t'interroge, mais on va se focus sur les montres et sur l'horlogerie. Est-ce que tu te souviens de ta toute première montre qui t'a fait un peu rentrer dans ce délire-là? Alors, bien sûr, tu as dit tout à l'heure, tu as eu les premières montres, je dirais d'enfants un peu, là, Mm. les montres de gamins. Mais quelle est la première montre qui t'a fait rentrer dans le monde de l'horlogerie vraiment, c'est-à-dire cet univers un peu particulier? Tu utilisais le terme élitiste à côté, tu sais, il y a ce côté un petit peu autour de l'horlogerie globalement de très très haut de gamme. Quand est-ce que tu as passé le pas et tu t'es dit, ok, ouais, ce truc-là, c'est un truc qui m'intéresse, là, le mouvement, tout ce qui va autour de l'horlogerie au sens large, le côté artisanal du truc? Ouais, c'était en 2007 et je devais avoir 2000 balles sur le compte max et du coup, je passe à la boutique, je regarde les montres et je voyais Breitling, je trouvais ça assez sympa. Rolex, c'était beaucoup trop cher Hmm. et je voyais Bell & Ross. Et qu'est-ce que c'est que cette marque? Bon, ils sont forts en marketing parce qu'en fait, c'est une marque assez récente, mais ils ont créé Ouais, tout un univers autour de l'aviation, et cetera. Donc bon, ils sont forts en marketing. Et du coup, les modèles étaient sympas, étaient jolis. Alors, c'était pas les modèles BR carré, etc. C'était des modèles un peu classiques, tu vois, vraiment classiques avec un bracelet cuir. Et j'ai acheté cette montre-là. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir une jolie montre au poignet. Ça me plaisait. Je trouve que ça habille un poignet. Euh, J'avais une copine à l'époque, on aimait bien sortir dans des endroits sympas et tout. hmm. Et je me disais, il me faut une montre. Et j'aimais ça. Mais il y a forcément un côté égo aussi dans la montre, hein. Il y a forcément un Bien sûr. côté, ça il faut pas le nier. Il y a un côté où tu te dis bon bah voilà, j'ai une jolie veste, une jolie chemise, et il me faut une montre un peu sympa, un peu statutaire. Alors statutaire de rien du tout parce qu'à l'époque j'étais rien du tout. Je sais même pas où j'en étais professionnellement ou quoi. Mais ça me rassurait, tu vois, et en tout cas ça me faisait plaisir. Et cette montre était très belle. Donc comme quoi avec 1 600 €, on pouvait acheter une montre hyper sympa. Donc ça c'était le pied à l'étrier Ouais. dans ce qu'on appelle les belles montres, entre guillemets. Euh, Oui, parce que c'était Bell Ross, c'est ça, enfin, c'est un SMIC déjà d'entrée, hein, c'est sous le SMIC, Oui, t'as c'est un rien, hein. SMIC d'entrée. Après, les prix augmentent beaucoup, malheureusement, dans Ah, aujourd'hui, l'horlogerie. Bell Ross, t'es vite à 3 000 €, hein. Voilà, alors qu'à l'époque, j'avais payé Ouais. 1730, je crois, 1730 neuve. Très jolie montre, franchement, les nickels, j'ai encore. Et c'était le pied à l'étrier. Donc je l'ai portée, elle me plaisait. Je me serais pas vu porter une montre Rolex parce que ça avait une image qui était pas celle que j'étais. Tu vois, j'avais Hmm. 20 ans. Et bon, Rolex, je me serais pas senti légitime. C'est un peu peut-être stupide de dire ça, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui portent pas Rolex parce qu'ils se sentent pas légitimes. Et du Mhm. coup, ça correspondait pas à ma vie ni à ma personnalité. Et maintenant, c'est l'inverse. Ok, ouais, c'est intéressant ce côté un peu psychologique que tu décris là, de Très te dire important. est-ce que c'est le moment ou pas d'avoir tel modèle, etc. Moi, je me souviens avoir eu cette réflexion-là. Moi, j'ai commencé l'horlogerie haut de gamme par une Tudor. Ah ouais. Et j'avais un petit peu cette même réflexion. Alors, au-delà de la différence de prix qui existe, hein, entre la Tudor et la Rolex, au-delà même de la disponibilité, si on va plus loin. Mm. Mais je m'étais dit, je trouvais que ça représentait bien la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire avoir accompli certaines choses, donc te récompenser quelque part un peu pour ça. Mais tu vois, il reste encore des choses à faire. Donc le côté, je prends pas encore l'apogée, si je résume, mais je reste avec la marque un petit peu entre les deux. Donc toujours ce côté un petit peu, que veut dire le produit qu'on achète par rapport bah, par rapport à ce que tu as accompli ou à ce que tu es au moment même, etc. Ok, top, hyper intéressant. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah, c'est une bonne question. Alors, ça change quelque chose pour toi et pour le regard des autres peut-être. Hmm. Pour toi, bah, t'es content d'avoir un bel objet, tu sais, puis c'est un objet que tu portes, tu mets, c'est un peu en prolongement de toi, c'est un accessoire de mode, donc ça habille une tenue. Tu te sens un peu plus confiant quand t'as pas confiance en toi, peut-être. Donc c'est une confiance en soi un peu illusoire, mais Ouais. ça te donne un peu de boost.
Tu te sens un peu plus charismatique. Tu te sens, hein, je dis pas que tu l'es, hein, Ouais, bien sûr, mais il bien faut, sûr. faut faire son mea culpa, faut reconnaître. Donc tu sens un petit peu plus, avoir un peu plus de prestance, surtout quand tu es un peu jeune. Donc ça compense, on va dire. Quand tu n'as plus rien à prouver, tu peux arriver en Havaianas et en short de bodyboarder, tu vois, c'est pas un problème. Donc voilà. Et pour le regard des autres, ça plaît beaucoup aux femmes. Je trouve un homme qui a une jolie montre, ça plaît beaucoup aux femmes. Les gens font attention, les gens regardent beaucoup les détails en fait. On se rend pas compte, mais les gens regardent beaucoup les détails. Ils regardent beaucoup justement une montre, un bijou, une paire de chaussures. On fait souvent attention à ça. Ça dépend après des milieux, des castes, etc. Mais les détails sont assez scrutés. Et malheureusement, les gens tirent vite des conséquences sur un détail. Et Ouais. du coup, c'est vrai que d'avoir une montre sympa, si la personne en face est un peu réceptive, ça peut créer un atome crochu, un petit point commun, et ça peut mettre en confiance. C'est comme si demain vous achetez, je sais pas, une voiture et vous voyez que la personne vend des voitures de luxe, elle a une montre dégueulasse qui pendouille jusqu'au sol. Il y a un côté un peu pas concordant, quoi, un peu dissonant. Alors que Ok. s'il a une jolie montre, on peut dire, voilà, vous avez une jolie montre aussi. Ça peut créer un lien. Donc voilà la différence que ça a produit. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant. Ça montre encore la dimension très psychologique du truc et Ouais. que finalement, c'est au-delà du ça y est, je peux retourner mon poignet et avoir l'heure qui m'est donnée de manière un peu mécanique. Complètement. Alors là, c'est pas du tout l'horlogerie. Pour discuter, rencontrer énormément de gens avec la chaîne toquante, c'est pas du tout une question d'heure, hein. C'est pas du tout pratique. C'est pas du tout une question de. C'est un comble parce que c'est l'usage premier, Hmm. mais c'est pas du tout une question de. Genre, on a tous des téléphones dans la poche. Tu lis vachement plus vite l'heure que sur un cadran de montre, qui est Ouais. parfois hyper chargé avec des chiffres romains, des trucs. On voit rien sur les montres et parfois. Et du coup, non, c'est très intéressant la montre parce que c'est un sentiment d'appartenance, c'est un boost d'ego pour toi, c'est un truc à prouver pour certains et c'est psychologique. C'est vraiment, c'est pas du tout pratique. Hmm. Ouais, non, mais complètement. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi au moment où tu achètes une montre? Alors là, peut-être pas au moment où tu as débuté, mais maintenant que tu as une belle Mmh, expérience quand même dedans, tu es un peu plus à l'aise aussi financièrement. mmh. Enfin voilà, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Je vais te donner certains trucs pour te mettre un peu sur la piste, pour affiner ma question. Est-ce que ce que tu regardes en premier, c'est le mouvement? Est-ce que tu regardes plutôt le design? Est-ce que c'est une question de taille? À ne pas mettre, faut faire gaffe quand je dis ça, mais on s'est compris. Est-ce que c'est une question de prix, une question de la marque, tout simplement, le poids de la marque? Je veux telle marque plus qu'une montre haut de gamme, je veux une montre telle marque. Est-ce que c'est l'histoire qu'il y a derrière le modèle ou la marque en question? Est-ce que c'est l'égérie? Je sais pas, un truc con, mais qu'est-ce qui t'amène vers une montre aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène à trancher entre l'une et l'autre? Ça peut être un mix de C'est tout ça, hein. c'est ce vers quoi je veux aller. C'est ma visualisation. Point. C'est pas le mouvement, non. Ok, Bon, je préfère un mouvement manufacture qu'un mouvement ETA emboîté, je sais pas où, mais c'est pas l'aspect technique du tout. Alors, du d'accord. tout. Hmm. C'est vraiment ce que je visualise là où je veux aller. Je te donne un exemple très concret. Si j'ai plein de projets, ça fonctionne, ça marche bien, c'est en croissance, et qu'en 2023 je me vois encore plus successful, Hmm. je me dis j'ai envie d'aller vers cette montre-là qui incarne selon moi le côté successful. C'est un peu bête, D'accord. hein, mais Non, non, mais c'est je un, comprends. c'est un peu ça. Par exemple, tu vois, j'aime bien les Rolex des dates en or rose. Je me dis, j'aimerais bien acheter ça parce que c'est le modèle des gens qui s'en foutent complètement, qui regardent pas le voisin, qui font ce qu'ils veulent, etc. Hmm. Donc c'est plus cette visualisation. Euh, donc le mouvement de non, l'histoire de la montre, pas tant que ça, même si ça m'intéresse. C'est plutôt ce qui va m'aller aussi avec des tenues en Ok. fonction de mon style vestimentaire. Donc le Euh, côté mode en fait du produit. ouais, bien sûr, le côté mode du produit, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Par exemple, maintenant, je m'habille assez sportswear depuis que je bosse pour moi. Et je cultive un peu ce côté détente. C'est-à-dire, Mhm. j'aime bien me retrouver un peu avec un sweat à capuche euh, autour d'investisseurs dans des boîtes, dans des startups ou quoi. Maintenant, Ouais, c'est ok. vachement rajeuni. En fait, j'ai un côté un peu, j'aime bien, disruptif avec ça. Hmm. Et du coup, ça me fait marrer de porter une montre super habillée et en étant habillé un peu à l'arrache. Hmm. Euh, donc, c'est vraiment ce
Le Le côté décalage, quoi. accessoire de mode, le côté décalage me plaît et le côté décalage dans le détail. C'est-à-dire que tu vois, moi j'aime bien l'idée de porter une tenue, tu vois, t-shirt blanc, Zara basique, habillé vraiment, tu vois, euh, fast fashion, quoi, à l'arrache. Hmm. Et puis, tu vois, tu peux avoir un détail. Tu peux avoir une jolie paire de chaussures, de ville ou de sneakers. Et puis, une montre, tu vois, une belle montre qui va habiller. Et donc, c'est beaucoup l'aspect visuel, mode, avec ma tenue. Et puis, ce que ça me procure comme émotion en Ok. fonction de là où je veux aller, de la visualisation que je veux avoir et ce que ça me provoque comme émotion. Euh, Tu vois, par exemple, en ce moment, les montres trop habillées, tu vois, la montre, par exemple, que j'avais acheté Bell Rose, bracelet cuir et tout, ça m'intéresserait pas du tout de racheter une montre de ce type, même dans une marque beaucoup plus prestigieuse, parce D'accord. que je mets pas de costume et je m'en fous d'avoir une montre très distinguée parce que c'est pas ma mouvance en fait. Je suis Ok. plutôt dans le côté self-made man et la mouvance trop bien peignée, trop propre, trop grandes écoles et tout, c'est pas mon mindset en ce moment. Ça le sera peut-être, tu vois, dans quelques années, peut-être que je reviendrai à ça, mais aujourd'hui c'est pas mon mood. Donc Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que, alors sachant que j'insiste sur un point, c'est que non seulement là tu donnes ton avis qui est personnel hein, pour le coup, hmm, mais tu vois autour de toi pas mal de gens ouais, au travers de ta chaîne, propriétaires de montres, passionnés de montres, etc., qui ont des fois des modèles d'ailleurs qui sont très 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 pour le coup très haut de gamme. Et donc tu as toujours cette façon d'appréhender le truc qui nous permet de mieux comprendre la psychologie du consommateur ou je du pense. propriétaire de montre en fait. D'autant plus que, alors tu as toute cette dimension un petit peu investisseur aujourd'hui qui est arrivée, qui compte probablement, mais enfin on l'a bien compris, c'est pas pour ça que tu achètes le produit, toi en tout cas, même Moi si pourquoi personnellement pas, non. hein, C'est y a pas mon moteur. Ouais, c'est ça, c'est pas ton moteur. Tu restes un Après, ça passionné, quoi. m'intéresse de pas perdre de l'argent, tu vois. C'est-à-dire Ça que, va de soi. mais je suis pas dans une stratégie de me dire, je vais me créer une collection pour spéculer. Et tu vois, je regarde pas ça comme un investissement type IMO et tout. C'est plutôt sur l'émotion. Est-ce que ça va m'apporter? C'est un peu égoïste, hein. En même temps, c'est Ouais. ma montre, mais c'est Bah un ouais, peu c'est ce que j'allais dire en il y a plus. une dimension aussi dont on peut parler et que beaucoup de gens ont et ils n'y pensent pas. C'est qu'on peut se dire aussi, si demain j'achète cette montre, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont me regarder différemment? Est-ce que ça peut m'ouvrir des portes? Tu vois, je prends un exemple, quelqu'un, par exemple, qui fait, qui a une visibilité un peu publique, qui fait beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, qui va faire du TikTok, des vidéos YouTube. Bah, s'il parle d'un certain sujet et qu'il a une jolie montre, il va être raccord, tu vois. Hmm. Donc, il y a aussi ce que ça peut te rapporter en termes de marketing personnel, de personal branding aussi. Disons la vérité. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu portes une très jolie montre. Je parle pas d'une marque par rapport à une autre, mais on va prendre Rolex au hasard. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de contenu, tu portes une jolie Rolex. Je parle pas trop ostentatoire, mais tu portes une jolie Rolex. Bah, dans ton audience, tu vois des gens qui vont te mettre des commentaires, qui vont dire ah tu as tel modèle. Tu vois, il y a un côté. Tu vois les Benzema, etc. Hmm. Bah, tu les vois avec des modèles vintage, modernes, etc. Ils sont hyper dans le détail. Ils ont un degré de détail très très fort. Et quand ils sont dans une interview, dans un magazine, ils font gaffe. Ouais. Ils font gaffe, puis ils ont peut-être un petit peu de sponsoring aussi qui leur Ouais, pousse au cul bien derrière, mais sûr. Mais et ceux qui font du sponsoring sont très malins, ils savent ce qu'ils font. Donc complètement. il y a ça aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. Bon, on reviendra en détail sur tous ces points, les amis, puisque ce sera détaillé dans des épisodes dédiés. Mais avant qu'on rentre, puisque tu as parlé de Rolex, parce que alors, si moi je t'ai fait venir sur le podcast Moment M, c'est d'abord parce que j'aime beaucoup ton contenu, qu'on est plutôt potes, euh, mais c'est aussi parce que je sais que tu es un grand fan de Rolex. Je ne crois pas dire de conneries en m'avançant en disant que c'est ta marque d'horlogerie préférée, en tout cas au moment où on est en train de parler. Oui. Et qu'en plus de ça, tu as donc toutes ces casquettes. Tu as la casquette du passionné, la casquette du client, la casquette du média, quelque part à travers tout Ouais. Toucan. Tu as tout. En tout cas, beaucoup de casquettes. J'ai envie que tu nous partages rapidement comme ça, là, sans qu'il y ait de drive dans la question. Euh, Qu'est-ce que c'est Rolex pour toi? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Waouh. T'émerdes-toi avec cette question. Non, mais je l'aime cette question. Et à chaque fois, je réponds différemment. Mais ça se ressemble. Rolex, pour moi, aujourd'hui,
J'allais dire c'est un troisième doigt, tu vois, mais c'est un peu vulgaire. Ouais. Mais ça en dit long sur ce que je pense. Ouais. Rolex, aujourd'hui, pour moi, pour faire très simple, c'est un pavé dans la mare. Tu portes une Rolex, tu renvoies un message. Point barre. Je suis désolé, mais je suis très... Celui qui me dit tu portes une Rolex pour la qualité intrinsèque de la montre, oui, certes, ils fabriquent tout eux-mêmes quasiment, ils ont leur fonderie d'or, leurs mouvements, enfin, mais pour moi, Rolex, tu envoies un message en disant euh, ah, je vous enquiquine, pour être poli. Tu vois, c'est un peu ça. Je vis ma vie. Je suis, peu importe si vous n'êtes pas content, j'ai envie de me faire plaisir. C'est un peu la démarche pour moi de celui qui achète une Porsche ou une Ferrari, qui la gare devant chez lui et tous ses voisins sont là à lui jeter des tomates, tu vois. Mm. C'est un peu ça, Rolex. Ouais. Moi, c'est la vision que j'en ai. Après, j'aime pas que Rolex pour ça. J'aime aussi Rolex parce que je trouve que techniquement, c'est des montres qui sont simples, donc très, très sobres, hein, souvent, mais parfaitement faites. Donc, quand tu es un peu perfectionniste, tu peux reconnaître que c'est parfait. Moi, j'ai le même plaisir avec Apple. Ouais. Tu vois, par exemple, là, devant moi, j'ai un MacBook Pro 16. C'est pas le dernier, c'est le 2019, mais je me lasse pas de le toucher. Je prends un plaisir dingue à bosser dessus. Et pour moi, Rolex, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est vraiment le souci du détail. C'est précis, c'est efficace. Et on a besoin d'efficacité aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. On a besoin d'efficacité quand tu achètes un tel, quand tu as un ordi, quand tu vois quelqu'un, quand tu as un client, il faut que ce soit efficace. On n'a pas 10 ans. C'est efficace, c'est précis, ça fait le boulot, c'est inspirant. Et ça renvoie un message de liberté personnelle en disant j'assume, et de forte personnalité. Ça renvoie, pour moi, je vais te donner vraiment, Thomas, un dénominateur commun en 2 ans et demi de Tocante. Tous les gens qui portent des Rolex, c'est des gens qui ont un fort caractère, qui ont une forte personnalité, qu'ils aient 19 ans, comme il y en a un qui est passé sur la chaîne, ou qu'ils aient 80 ans. C'est des gens qui sont affranchis d'un parent, d'un père ou d'une mère autoritaire, où là, ils sont terrés dans leur coin. C'est des gens qui ont une forte personnalité et qui s'assument et qui sont extravertis souvent. Voilà. C'est mon point de vue, mais j'ai un échantillon qui est pas mal quand même pour avancer Écoute, ces propos-là. C'était la question que j'avais à te poser vraiment derrière, c'était est-ce que tu remarques des grosses variantes dans ce que les gens ont un dénominateur commun aux propriétaires que tu as pu rencontrer, sachant que voilà, une autre question que je pourrais poser qui permet de faire un peu la transition avec tout ça, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être un passionné d'horlogerie, d'avoir une collection horlogère, on va le dire comme ça, sans Rolex dedans? Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas faire l'impasse sur Rolex quand t'aimes les montres. Celui qui se dit, qui a la prétention de se dire passionné d'horlogerie, qui fait une collection et qui omet Rolex, il est malhonnête. C'est un manque d'honnêteté intellectuelle probant. Si tant est que ça arrive d'ailleurs de manière générale, hein, parce que ouais, mais c'est malhonnête. C'est un manque d'objectivité. C'est un manque d'objectivité aujourd'hui de dire quand on veut se faire une collection de montres et qu'on dit il y a pas de Rolex, j'aime pas Rolex, c'est pas une bonne marque, j'en ai pas, c'est un manque d'objectivité. C'est comme si je te disais t'aimes les bagnoles et la Porsche 911 tu la mets pas, non, c'est pas possible. Donc c'est un manque d'objectivité. Donc Rolex est un incontournable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre point. Mais c'est un incontournable, les amis. Ouais. Non, mais complètement hyper intéressant. Justement, je te propose de parler brièvement de la gamme Rolex. Donc des différents produits. Il y a un épisode de Momoan dans lequel je dis que c'est une référence absolue en termes de gamme, justement, où je fais d'ailleurs un parallèle que tu as plus ou moins fait tout à l'heure avec Apple. Donc avec une gamme qui est vraiment hyper bien étudiée. Il n'y a pas un produit qui marche sur l'autre. Tout est carré. Ouais, très carré. Beaucoup de simplicité, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Bah, moi, je trouve que c'est très efficace, très étudié. Tu sens que ça bosse jour et nuit là-dedans, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de points communs avec Apple, comme tu le disais. Rolex, t'as la gamme professionnelle, qui est la gamme qui fait rêver le plus de gens, qui est bâtie sur un marketing très puissant, sur les exploits sportifs, les grands défis, traverser à la nage, sommet en grimpant l'Everest, les courses automobiles avec la Daytona, etc. Et tu as toute une gamme aussi qui est la gamme classique, tu vois, qui est non professionnelle. Et du coup, ça, c'est des modèles
iconiques, intemporelles, Datejust et compagnie, des dates, Auster Perpetual, qui s'adressent peut-être à une clientèle un peu différente. Il y a plus de hype sur les modèles pro, mais aujourd'hui, Rolex fait rêver tout le monde. Du jeune de banlieue qui vend du shit, qui veut sa Rolex pour aller dans sa Mercedes en leasing, au bourgeois du 16e arrondissement qui reçoit sa Rolex. Les filles aussi reçoivent leur Rolex à 18 ans dans certains milieux. Au Donc en Qatar fait, aussi. ouais, tu vois, en fait, Rolex, c'est une marque qui a un spectre très très puissant. C'est que ça va plaire aux footballeurs. D'ailleurs, Rolex communique pas dans le foot. Donc, c'est-à-dire que Rolex va plaire à des clients qui sont même pas targetés d'un point de vue marketing par la marque. C'est ça qui est assez fort. C'est-à-dire que tu as des gens qui regardent le foot et qui se disent, bah tiens, j'aime bien le foot, c'est pas un jugement de valeur, mais qui vont pas forcément être la cible, la target de Rolex d'un point de vue marketing, mais qui vont rêver faire partie de cette cible, alors que Rolex va communiquer sur la F1 qui est hyper élitiste, sur l'équitation, la voile, le tennis qui sont des sports de riches. Donc en fait, et en même temps, va pouvoir continuer à plaire aux bourgeois, quoique un peu parvenu, parce que c'est vrai que l'aristo vraiment typique ou un peu timoré, il trouvera ça un peu vulgaire, la Rolex. Il y aura un côté un peu Séguéla, un peu méditerranéen sur le retour, donc qui plaira pas. J'essaie de bien choisir les mots. J'aime bien. J'essaie de bien Méditerranéen sur choisir le les retour, mots. j'aime beaucoup. Un peu méditerranéen sur le retour. La mèche rebelle blanche qui se trouvera ça vulgaire. Donc en fait, voilà mon point de vue. Là, justement, j'allais enchaîner sur si tu devais retenir qu'un seul modèle, mais juste avant ça, la fameuse phrase de Jacques Séguéla, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Si t'as pas de Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ça veut tout dire. Ça veut dire ce qu'il pense et ça veut dire ce que beaucoup de gens de son type, de sa génération, de son milieu pensent. C'est-à-dire que lui disait tout le monde a une Rolex. Bon, c'est vrai que c'est très provocateur de dire ça sur un plateau, mais en même temps, on peut plus rien dire. Mais ça veut dire que si tu te rends compte, si t'as pas de Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ça veut dire, en fait, finalement, si t'as pas de thune à 50 ans, c'est que t'es un loser. Si t'as rien fait à 50 ans, c'est que t'es un loser. C'est une phrase un peu provocatrice, mais je pense qu'il pense vraiment. Il pense vraiment. Moi, je pense que tout le monde, à un moment, peut acheter une Rolex. C'est pas une Rolls-Royce. Ça vaut pas 400 000 euros. Ou 300 000, ça vaut à partir de 5-6 000 euros. C'est plus un état d'esprit. Finalement, c'est pas inintéressant d'économiser, de s'acheter une belle montre qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants et qui va prendre de la valeur, plutôt que d'acheter des montres Cluse, Daniel Wellington ou je ne sais quoi à 200-300 balles et de changer tous les ans. Parce que souvent, les gens qui achètent des montres à 200-300 balles, souvent, on les change souvent, en fait, ces montres-là. On les garde 2, 3, 5 ans. Alors qu'une belle montre, ça peut aller au-delà de la vie. Donc, c'est pas inintéressant. Donc, pour revenir à ta question, moi, je pense que c'est une provocation, mais qui n'en est pas une. Il le pensait vraiment. En fait, lui, il aurait pu te dire bonjour, je voudrais un pain au chocolat et un croissant. Ouais. Pareil pour lui. Bah écoute, c'est marrant parce que je voulais voir justement si on avait un point de vue à peu près identique là-dessus. Alors moi, je suis pas choqué entre guillemets par la phrase, bien que je comprenne que la phrase puisse choquer. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même qu'elle a été très sortie de son contexte, cette phrase-là. Parce qu'on a retenu la Rolex à 50 ans à la base. C'est juste qu'il y a une polémique en France qui dit que Sarkozy, nouvellement élu, si je dis pas de conneries, porte une Rolex sur l'yacht de Bolloré. Et c'est à ça qu'il répond, en fait, tu vois ce que je veux dire. Quand il fait le truc, il répond et il dit, non mais attendez, comment on peut reprocher au président d'avoir une Rolex? J'ai pas tout vu, moi, c'est ça le problème, j'ai pas tout vu. Mais tu vois, ce procès qu'on a fait à Sarkozy en disant, mais c'est ridicule, mais c'est là que tu vois les limites de la France, c'est que on n'aime pas les gens qui disent j'ai réussi. Dire en France j'ai réussi, on te jette des cailloux, quoi. Et c'est hyper triste. Même en Suisse et tout, ils ont halluciné, en Belgique, tout ça. Mais c'est assez intéressant parce que ça montre le côté ce que représente Rolex dans l'imaginaire des collectifs, on va dire ça comme ça. C'est compliqué. Et du coup, à attirer cette image-là qui fait que ça peut être très particulièrement clivant, détesté, etc. Donc c'est intéressant. Cette phrase de Jacques Séguéla n'a pas construit Rolex, bien sûr. Rolex, c'est une marque qui est née
dans le début 905. 1900. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pas Jacques Séguéla qui a construit Rolex, mais c'est vrai que pour les nouvelles générations, pour le côté moderne de la marque, Jacques Séguéla a créé une sorte de pseudo. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une phrase que si tu demandes aux générations de maintenant, beaucoup pensent que c'est Sarkozy qui a dit cette phrase et pas Jacques Séguéla, tu vois. Bon, il aurait pu le dire aussi. Donc oui, il aurait pu le dire, mais comme beaucoup d'autres auraient pu le dire, c'est vrai que Oui. Séguéla a toujours ce sens de la formule assez magnifique. Alors je sais qu'il a regretté d'avoir dit cette phrase pour les conséquences que ça a eu et la manière dont ça a été réutilisé de partout. Mais je pense effectivement que le fond, c'est un peu de dire, bon, bah, si t'as pas 5-6 000 balles sur ton compte quand Voilà, t'as c'est ça. 50 ans, C'est c'est la merde. Et il a raison. je suis 100% d'accord avec lui pour ce coup-là. Revenons à Rolex pur, sans parler de la polémique. Si tu devais retenir qu'un seul modèle chez Rolex, t'es obligé, voilà, tu peux dégager toute la gamme. Il reste qu'un seul modèle chez Rolex. Je te demande pas de rentrer dans les détails de la configuration de la montre, mais si tu veux, fais-toi plaisir puisque tu les connais. Quelle montre tu gardes? Il y a deux montres. C'est difficile d'en avoir une. Pour moi, il y a deux. Pour moi, la classique, c'est la Datejust. La Datejust, bon, c'est intemporel. Ça fait le taf. Et pro, c'est Daytona. Daytona, c'est un peu un Graal. Voilà. Pro, c'est Daytona. Et classique, ça va être la Datejust. Et pour moi, c'est la Datejust, tu vois, c'est la Rolex identifiable. Tu vois, j'aurais pu dire la Submariner, mais elle m'est pas venue en tête, tu vois. En général, c'est soit Daytona, soit Submariner. J'ai remarqué qu'il y a deux écoles un peu. Moi, tu vois, je suis plus Submariner que Daytona. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé à la Submariner. Mais la Submariner, j'aurais pu la citer parce que t'as beaucoup de marques. T'avais Icewatch, une marque qui fait des trucs en plastique assez discutable. C'est plutôt des montres pour les enfants. Hein. Et Icewatch était complètement inspiré de la Submariner pour produire ses montres multicolores. Et je pense que la montre la plus copiée, c'est la Submariner. Celle qui là où les marques s'inspirent le plus d'une montre, c'est plutôt le design de la Submariner. Je pense qu'ils ont créé le design d'une montre de plongée. Quoi. Ouais, ils ont créé un design en fait qui est juste repris partout. En fait, c'est le design d'une montre en fait. Tu vois une montre, limite tu fais un dessin. Je suis sûr qu'il doit y avoir des emojis de montre, c'est calqué là-dessus. Des tableaux, des gravures. Enfin, une montre, c'est la Submariner. Complètement, en fait, ouais, c'est ça. T'as résumé le truc, je pense, effectivement. Alors moi, je pense que c'est le modèle, effectivement, le plus iconique, mais souvent, il y a un baston avec Daytona, parce que ça dépend un peu de la sensibilité des gens. Il y a des gens qui sont plus univers auto, déjà, donc c'est plus le chrono et la Daito. Mais au final, qui reste aujourd'hui, je pense, la montre la plus cotée de c'est la Rolex. Submariner. C'est la Submariner, enfin c'est la Daytona qui est la plus cotée, qui cote le plus. Mais la Submariner, en fait, je pense que j'ai mal répondu parce que j'ai répondu plutôt d'un point de vue aficionados de la marque. Tu vois. Oui, ok. D'un point de vue aficionados de la marque, ça va plutôt être la Daytona parce que plus cher, plus difficile à trouver. Mais d'un point de vue grand public, newbies, tu vois, profane du truc, ça va plutôt être la Submariner qui sera le. Ouais. Ok, non mais hyper intéressant de voir aussi ton point de vue de passionné là-dessus, mais parce que c'est vrai que si on devait en retenir qu'un, c'est pas toujours facile de choisir finalement si on devait en retenir qu'un. Pour moi, il y a trois. Il y a Datejust, c'est classique, plutôt 36 mm, tu vois, classique. T'as la Submariner qui est la montre la plus, celle qui fait le plus rêver celui qui a jamais eu de Rolex. Et t'as la Daytona qui fait rêver ceux qui ont eu des Rolex, mais qu'on aimerait d'autres. Ouais. C'est ça. Qu'on en a même eu beaucoup. Voilà, tu veux, c'est dans le parcours, c'est loin. Écoute, justement, comme tu fais partie des heureux chanceux qui ont eu. Alors, il paraît que c'est difficile à trouver. Les il Rolex. paraît, ouais. Bon, on m'a dit. À titre personnel, alors j'ai beaucoup cru, puis moi j'ai eu une Rolex sur liste d'attente, par exemple, mais j'ai pas attendu très longtemps. Plus ça va, plus autour de moi, je vois des gens qui arrivent à les avoir sans même liste d'attente. Et je te parle là j'ai deux exemples en tête tout de suite. Alors, effectivement, c'est pas les modèles les plus. Alors, je parle même pas de toi, tu vois. mais autour de moi, de manière assez proche, j'ai deux personnes qui en ont trouvé dans le même AD que moi. Et sans liste d'attente. Alors bien sûr, c'est pas les modèles que tout le monde veut. Donc en l'occurrence, c'est une Daytona mais qui est pas acier mais qui est en or. Et c'est une Datejust justement, mais tu sais avec les diamants. Enfin, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus demandé, bien sûr. C'est pas toujours le plus simple. Enfin, ce que les gens veulent en priorité. Mais comme quoi, apparemment, c'est possible. Donc en fait, l'école que c'est que j'ai l'un d'entre eux qui me dit que la chance sourit aux audacieux, comme on dit. Donc comprenne qui pourra. Mais
alors déjà rapidement ton avis là-dessus, et puis ensuite tu vas nous raconter comment toi tu as eu cette Rolex, et je serais intéressé de savoir vraiment tout le parcours d'achat à partir du moment où tu en as envie, etc. Mais juste avant, est-ce que tu peux me donner ton avis sur cette rareté qui existe chez Rolex, ton avis bien sûr perso, mais surtout ton avis de... Moi j'ai envie de te qualifier de professionnel du secteur, donc Ouais. quel est ton avis sur le phénomène de rareté, la difficulté ou non d'obtenir une Rolex? Mon avis, c'est que du marketing, c'est orchestré. C'est du marketing d'un très très haut niveau. C'est du génie marketing. C'est pour ça que cette marque me fascine du matin jusqu'au soir. Parce que ils arrivent à créer un buzz autour d'une pénurie. Après, c'est la loi de l'offre et de la demande aussi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est exactement la même chose. Je vais donner un comparatif que je donne tout le temps à chaque fois quand je parle de ça. C'est que tu as un nouveau resto que tu ouvres. Si dans le resto, tu mets une file d'attente à l'extérieur et tu dis voilà, c'est difficile de rentrer, c'est sur liste d'attente, les gens sont tellement moutons qu'ils vont vouloir y aller, ils vont en parler, ils vont dire c'est the place to be. Il y a un glacier à Paris qui a ouvert, je sais plus comment il s'appelle, Bachir, un truc comme ça, enfin ça fait longtemps que ça existe. Ils font une espèce de glace à la pistache. Bon, une glace à la pistache qui vend un bras. Et il y a un monde fou parce que tu as une file d'attente. Et en fait, et Rolex, c'est pareil. C'est-à-dire que toi, quand tu es client d'un resto, tu vas pas au resto quand il y a 3 pèlerins dans ta crêperie, quoi. Et où il y a mamie Georgette qui débouche son site pendant 30 minutes. Là, tu vas pas y aller, tu vois. Alors que tu vois un resto qui est bondé, tu vas dire, mais s'il est bondé, c'est que c'est incroyable. C'est que c'est bon. C'est que c'est the place to be. Les gens veulent, ils veulent le truc top, tu vois. Les Rolex sont top of mind. Tu penses à montre de luxe, c'est Rolex. Donc les gens se disent, on va acheter une Rolex. Et plus Rolex va dire aux gens, ça augmente, on peut pas en acheter, c'est pas possible, au revoir et merci, plus les gens vont se jurer. C'est exactement la même chose que dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit select où tout le monde veut aller, bah on peut pas rentrer, c'est hyper compliqué. Il faut avoir 36 nanas, faut avoir plein de thunes, c'est compliqué. Alors qu'une boîte toute pourrie, toute pétée, bah c'est les gens qui viennent te racoler dans la rue, vous venez rentrer, tu sais, comme dans les restos indiens, là, vous voulez rentrer. Bah là, tu vas pas y aller. Si on vient de chercher, et t'imagines si les AD Rolex, donc les revendeurs officiels disaient aux gens, bah venez vous asseoir, on vous montre. Bah les gens diraient, ouais, c'est bizarre ton truc. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est orchestré d'un point de vue de la stratégie marketing. Et c'est infiniment intelligent. Et ça marche, c'est fou. Ok, donc une sorte de rareté un peu fictive. Alors, tout est assez relatif dans là-dedans. Enfin, moi, je vais te donner un peu mon avis là-dessus. Ce que je trouve un peu relatif, c'est qu'il y a des modèles qui sont quand même beaucoup moins produits que d'autres. On a parlé notamment de la Daytona. Il n'y a pas autant de Daytona qui sortent que d'Oyster Perpetual, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est clair. Il y a un peu plus d'1 million d'estimation parce qu'on ne publie aucun chiffre parce que c'est une fondation Rolex, c'est pas une boîte privée. C'est une fondation, donc ils payent moins d'impôts. Enfin, ils sont forts aussi à ce niveau-là. Hein, fiscalement, ils ont des bons avocats. Décidément, ils sont forts partout. Et du coup, effectivement, il y a une rareté. Donc là, je te rejoins là-dessus. Alors là, ils ont racheté quelque chose. Ils vont agrandir leur usine, créer une nouvelle usine, donc ils vont pouvoir fournir plus. Et l'usine n'est pas petite. Hein. Ouais, et puis maintenant ils se mettent aussi sur le marché de la seconde main, donc ils sont en train de on reprendre. En après, effectivement, mais ils sont en train de reprendre les choses en main. De se mettre sur d'autres marchés. Mais du coup, moi je pense qu'il y a quand même, je pense qu'ils pourraient fournir plus, ils pourraient produire plus. Je pense qu'ils sont pas au max, mais simplement ils sont contents d'être perçus comme une marque extrêmement exclusive, ce qui n'est pas le cas de leurs concurrents Omega ou d'autres. Et du coup, moi je te dis, selon moi, c'est mon analyse, selon moi, le fait que ce soit difficile crée l'envie parce qu'on a envie de choses compliquées à avoir. Ouais. Tu prends les paires de sneakers, les chaussures, les bagnoles, n'importe quoi en série limitée, ça se vend toujours mieux. Regarde le succès de Supreme, tu vois. Supreme ou Supreme, comme on dit là-bas, tu vois. Supreme, bah, ils y créent des drops ou je sais pas trop quoi, bah, du coup, tout le monde se ruait dessus. Alors que ça se trouve, s'il n'y avait pas eu cette espèce de drop, bah, du coup, les gens se seraient pas arraché le produit parce que qui dit drop dit spéculation parce qu'il y a tout le monde ne sera pas honoré et servi. Donc, revente sur un marché parallèle. Rolex, c'est pareil. On se dit, impossible d'avoir une Rolex. Je peux avoir une Rolex. Je file me l'acheter. Et derrière, je la revends plus cher. Donc, ça crée aussi, si tu veux, une envie de petits malins qui veulent faire une culbute. Donc, ça crée du buzz, en fait. Pour sûr, je suis entièrement d'accord avec toi
là-dessus. Et c'est un sujet que, même si je vais pas m'étaler maintenant, mais que tu retrouves chez des marques qui n'ont rien à voir avec le luxe. Parce qu'on peut toujours penser que c'est rare égale forcément luxe. Mais tu vois, une boîte comme Zara, par exemple, qui a rien à voir pour le coup avec une marque de luxe, c'est même l'antithèse, a cette même logique, puisqu'ils vont avoir des collections qui sont... ils produisent pas les collections changent très très souvent. Ce qui fait que c'est une des marques qui, entre autres, fait très très peu de publicité, voire pas du tout, sur certains médias comme la télé par exemple, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que les gens reviennent tout seuls, parce que s'ils ratent une collection, ils savent qu'ils reviendront pas, ils pourront pas acheter le petit top, le petit machin qui va bien, etc. Parce que ça disparaît. C'est l'urgence, la rareté, ça, c'est très vendeur. Ça. Le phénomène de faut pas rater l'occasion de. Ce qui m'amène à une dernière question avant que tu nous racontes ton parcours d'achat Rolex. En plus, je sais qu'elle est assez contextuelle, elle est marrante cette question, parce que moi je sais que c'est contextuel. Un AD t'appelle là tout de suite pour te dire, écoute, voilà, j'ai une montre, j'ai tel Rolex pour toi, Alexandre. Est-ce qu'on peut dire non? Bah, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je suis en train de vivre depuis hier, alors qu'il y a un mec qui m'appelle, je reconnais même pas son prénom, Ibarawin, je l'avais oublié. Je me suis assis il y a un mois devant son petit sa guitoune là. Sa guitoune Rolex quand même. Et du coup il me rappelle, il me dit oui, alors vous vous souvenez et j'étais pas parti sur autre chose, moi je voulais mettre ma thune dans une start-up, rien à voir, tu vois. Et du coup c'est une vraie question, et d'ailleurs j'ai posté sur les groupes Facebook avec toute la bienveillance qui encercle, on a parlé tout à l'heure en off, et du coup t'as des gens qui m'ont dit, il y a un mec qui m'a dit mais peut-on refuser une montre Rolex? Et là, il m'a fait réfléchir. Je me suis allé boire un petit coup de badois avec une rondelle de citron. J'ai fait, lui, il est chaud, lui. Il est loin, il est profond. Et en fait, c'est la question, tu vois. C'est que, aujourd'hui, là, la montre que je convoite, elle vaut 7100 et quelques. Elle vaut tout de suite 11 000 à peu près. En sortant de boutique, En sortant. Donc, je me dis, bon, c'est pas un mauvais investissement. Mais c'est vrai que je me pose la question, parce que là vient en considération le fait que ce soit un investissement, potentiellement tu peux revendre, tu perdras pas d'argent. Donc en fait, ça te sécurise. Non, j'ai pas besoin fondamentalement de m'acheter une montre là, mais je me dis, au pire, qu'est-ce que je prends comme risque? Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, quoi. Donc compliqué de refuser, ouais. Compliqué de refuser Rolex. Ouais. C'est un peu ce que je me dis aussi. C'est quand même difficile. Sachant qu'il y a une autre dimension qui rentre peut-être pas en compte, pas dans ce que tu as évoqué, ça rentre pas en compte, mais éventuellement dans une relation d'une personne lambda avec son AD, avec son distributeur Rolex, en fait, c'est ça que je veux dire par AD, tu peux avoir un peu cette notion de dire, si tu refuses une fois, ils te la reproposeront plus. Ouais. Tu penses que ça existe, ça aussi, ou pas? J'ai plein de gens qui m'ont écrit là sur Instagram aujourd'hui, qui m'ont dit j'ai refusé, mais tu penses que je vais être blacklisté, Alex? Dis-moi, s'il te plaît. Ouais, c'est vraiment une question que je me pose, ça. Parce que pour le coup, j'ai jamais refusé. Mais... moi, j'ai pas refusé non plus, mais puis t'en as tellement qui sont fous. Ils m'ont dit oui, ça se refuse pas, engage-toi, prends ton courage à deux mains. Je l'achète à ta place ou des trucs comme ça, tu dois avoir. On sauve pas des vies, hein. Je peux me dédouaner, j'ai pas signé un compromis de vente, on se détend. Mais ouais, mais ça montre la force psychologique du truc, quand même. Qu'est-ce que ça énerve cette marque, les gens c'est violent, hein. Les gens, ils vont s'entretuer pour cette marque. Mais du coup, moi, je me dis, écoute, je sais pas. Ce que j'ai dit au vendeur, je lui ai dit, je viens samedi à 14h. Et puis, du coup, je déciderai face à vous. Donc, ça va être très drôle, la situation. Je sais pas du tout si je vais acheter sa Rolex, je vous le dis. Donc, je vais me pointer devant. Je vais le regarder. Il va être stressé comme jamais. Là, en plus, le samedi, il y a un monde fou. C'est les achats de Noël et tout. Ah oui, c'est le dernier samedi avant Noël. Et putain. Et là, je vais décider si je fais un virement ou pas. Mais je sais pas du tout. Et j'ai envie de penser à autre chose. Là, j'ai besoin de bosser, les gars. J'ai pas envie de penser à ça. Donc voilà. Bon, ok, ça marche. Écoutez, au moment où l'épisode sortira, pour sûr, le gars aura une Rolex de plus dans le catalogue. Je sais pas. Et mon histoire, tu voulais savoir mon histoire. Et maintenant, ce que je veux, et c'est ça qui m'intéresse le plus, à vrai dire, parce que là, on a divagué, mais je voudrais vraiment que tu me racontes, et c'est hyper enrichissant, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, soit pour le dream un peu, mais surtout pour la compréhension marketing du fonctionnement voilà, quel est le parcours d'achat, quel est ton parcours d'achat à toi, au niveau de Rolex, et donc, le point de départ, c'est quand est-ce que tu commences à te dire j'en ai envie? Quand est-ce que tu te dis j'en ai envie? Et quand est-ce que cette envie, je dirais, devient pressante? Ouais, bonne question. Alors, la première, c'était 2013. J'ai acheté une petite Explorer 1, une petite montre 2600 €.
Bon, je l'ai gardée, je la trouvais trop petite, 36, et je l'ai revendue après l'été, j'avais besoin de sous, j'ai gagné 100 € dessus. Mais je me suis dit, Une moi, montre j'avais qui une Rolex. aujourd'hui vaut combien Vaut juste comme ça 7000, 7000 Voilà. à peu près. Voilà. Donc j'aurais dû la garder. Et du coup, j'avais envie d'avoir une Rolex. J'avais une copine à l'époque qui avait une Rolex, d'Adjust aussi. Et j'avais envie d'en avoir une. Et je trouvais que 36, c'était une taille de fille, donc j'en voulais une plus grosse. Toujours l'éternel problème des mecs. Ouais. Et du coup, je l'ai revendue. Après, j'ai lâché, j'ai bossé dans les montres aux galeries, j'ai acheté d'autres marques, etc. Et j'avais toujours en tête, en background, tu vois, d'acheter une Rolex. 2019, j'étais à Cannes, j'avais gagné un peu d'argent. En fait, souvent on achète une Rolex parce qu'on a de l'adrénaline. Hein. On a t'as un truc, tu vois, je sais pas, tu as une prime, t'as accompli quelque chose. T'as accompli un truc, je sais pas, t'es heureux sur une nouvelle, je sais pas, il y a un truc qui te booste dans ta vie, qui te sort de ta lasagne surgelée, quoi. Qui te sort de ton quotidien. Et les analogies sont spectaculaires, quoi. Ah ouais. C'est improvisé, hein, je précise. Et du coup, ça te sort de ça, et tu te dis, chouette, je vais aller acheter une Rolex. Donc, tu vois, il y a un côté achat compulsif, quoi, en fait. Qui est complètement contraire au côté investissement qui existe aussi chez Rolex. Mais tu vois, moi, je le vois plutôt comme un truc un peu une envie de pisser, quoi. Et là, je me dis, bah tiens, j'ai envie de pisser, du coup. J'ai un peu d'argent, j'ai gagné un peu d'argent, je sais plus trop comment. Je me pointe chez l'AD, je rentre. Là où il me voyait toujours comme un touriste qui était avec des grands yeux ahuris. Et là, je m'assois, je dis bonjour, j'aimerais acheter une Rolex. Qu'est-ce que vous avez? Il en avait deux, une Explorer et l'Arking. Et j'ai eu envie d'acheter tout de suite. Et quand tu achètes une Rolex, en général, tu veux l'acheter vite. C'est-à-dire que s'il te dit oui, non, faut revenir dans 3 jours, bah tu lâches. Donc moi, j'ai dit, je veux l'acheter. Moi, c'est mon expérience. Et là, j'appelle ma banque, je lui mets la pression, machin, faut enregistrer la RIB, c'était compliqué, je sais pas quoi. Et du coup, je l'ai acheté très très vite. Donc ça, c'est le premier achat 2019. Je la porte. Et puis, je retourne à Cannes en mai 2022. Et du coup de chance, je me repointe, je dis, qu'est-ce que vous avez? Et ils en avaient une aussi, en stock, que je voulais, dont je rêvais il y a 5-6 ans avec un cadran bleu ciel. Et je l'ai acheté. Donc, je n'ai pas attendu pour acheter les Rolex. Mais il faut accepter, c'est ce que je dis dans une vidéo, parfois d'y aller un peu step by step. Donc, si vous voulez la Super Submariner en 2023 ou Daytona ou quoi, vous ne l'aurez pas. Donc, vous devez... Ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut discuter. En fait, il faut faire votre mec sympa ou votre nana sympa. Il faut créer du relationnel. Et une fois que vous avez une fenêtre de tir, il ne faut pas raconter la messe, quoi. Ouais. Faut pas parler mandarin. Faut foncer. Go. Et on peut parler mandarin si on l'achète au Galeries Lafayette, hein, parce qu'il y a beaucoup de sinophones. J'ai rien contre. Mais on pourrait parler chinois, j'ai rien contre. Mais faut pas raconter d'histoire. Faut foncer. Feu. Et on achète. Donc, faut être à la fois patient et réactif. C'est compliqué, hein, ça se mérite. Hein. Et c'est en ça qu'on a envie de l'acheter. C'est parce que on a l'impression que notre petit caillou qui vaut 6000 balles, il en vaut 600 000, tellement c'est... Tu sais, quand tu la regardes, t'as l'impression qu'il y a un faisceau lumineux, en fait. Tellement t'as galéré, tellement c'est prisé. Il vient matérialiser quelque chose de bien plus important que les 6000 que t'as dépensé, quoi. Exactement, comme le fait d'être propriétaire. Tu vois, si t'es propriétaire d'un petit appart pourrave, bah t'es propriétaire. Et en fait, le fait d'être propriétaire va être supérieur d'un point de vue de perception personnelle que l'appartement qui pue la transpi et où il y a un dégât des eaux, quoi. Non, mais ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Volontairement, je force le trait, mais... Non, mais c'est bien, la caricature est le meilleur moyen de bien comprendre. Exactement. Mais il y a deux trucs qui moi, m'intriguent là, dans ton histoire. La première, c'est... En fait, quand tu arrives dans la boutique, tu n'as pas particulièrement de modèle, en fait. Tu viens et tu prends ce qu'il y a. Complètement. C'est ça, quoi. Donc, c'est quand même un acte d'achat qui est très, très différent de ce que tu peux trouver, sachant qu'on parle de neuf. On n'est pas sur de l'occasion, tiens, on a ça sur le parc, etc. On est vraiment en mode, tu arrives dans une boutique, tu sais que tu veux telle marque, et tu sais pas du tout ce que tu vas pouvoir acheter. Tu sais pas avec quoi tu ressors. J'ai confiance, en fait. Je suis fan de la marque, j'ai confiance. C'est exactement comme le mec qui est fan de Suprême, et qui est fan de Suprême, il va à New York, il va chez Suprême. Bonjour, vous avez quoi? J'ai un porte-clés, je l'achète. Ouais. C'est pareil. C'est-à-dire que
c'est plus fort. Apple, on l'aurait un peu moins. Quoique, tu vois, Apple, quand ils ont sorti les AirTags ou je sais pas quoi, les portes, tu sais, à mettre dans tes clés, Ouais. les gens ont acheté ça parce qu'ils avaient tout, tu vois. Bah, Rolex, c'est pareil. Je suis tellement convaincu par cette marque. C'est une marque qui m'inspire, que j'apprécie. Je connais la qualité des produits, la cote des produits, que bonjour. Moi, en fait, je regarde ma thune, je regarde le compte, je dis voilà, est-ce qu'il y a assez, est-ce que ça ne met pas dans la merde et tout. Je rentre, je pousse la porte. Moi, c'est mon expérience perso, hein, mais il y a plein qui l'ont pas. Bien sûr, bien sûr. Je pousse la porte, je dis voilà, bonjour, montrez-moi ce que vous avez, et je te jure, s'il y en a une, j'ai le coup de cœur, C'est bon. et ben je l'achète. Ou je réfléchis 48 heures ou 24 heures, tu vois, si Ils te jamais. donnent pas plus, de toute façon, en général. Mais exactement. Et oui, puisqu'ils mettent la pression, ils disent bon, écoutez, j'ai un autre client. Si vous me Mais dites non, elle est vendue vendredi. c'est ça. Mais en fait, moi, mon expérience d'achat chez Rolex, elle est peut-être atypique, hein. Mais c'est que je rentre, je demande ce qu'a le vendeur. Il me met devant les yeux les montres, donc je choisis. Je dis vraiment, montrez-moi ce que vous avez. Il m'offre un petit Perrier à 50 centimes là. Je bois mon petit Perrier, je discute, je regarde, je me concentre. Je fais des photos, tu sais, sur le miroir et tout. Je me dis, alors, est-ce que je suis beau, est-ce que je machin. Et du coup, je fonce. Okay. Mais je ne viens pas, je ne viens pas en me disant bonjour, je recherche tel modèle. Une Datejust 36, bracelet Je jumelé, recherche tel modèle, tu vois. C'est plus au feeling, tu vois. Mais c'est bizarre, hein. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu atypique, mais c'est plus au feeling. Parce qu'en fait, une montre, parfois tu vas target un modèle, et en fait, c'est l'émotion va être différente quand tu vas la porter. Et moi, je veux vraiment voir, et je me dis, oh, tu vois, en fait, j'ai des surprises. J'avais pas pensé à ce modèle-là. Je pensais que c'était trop grand, trop petit, trop truc, machin. Mais elle me plaît. Écoutez, bon, je fais un petit tour. Là, je vais acheter une botte de carottes et je reviens, 24 heures après, et je vous dis. Je mets pas d'acompte, hein, bien sûr, tant que j'ai pas décidé. Mais c'est vraiment, voilà, je suis convaincu de la marque. J'ai confiance en la marque. Donc, la confiance, c'est le number one. J'ai confiance, je suis convaincu. Donc, je serais content de goûter un nouveau produit. Comme si j'allais dans un restaurant où j'étais archi fan et je leur dis, bah, vous avez quoi comme pizza ou comme vin? Je vais me laisser tenter par ce petit vin-là. Je vais me laisser tenter par cette petite pizza à la truffe, alors que j'ai jamais goûté. C'est exactement pareil. Tu fais confiance parce que donc j'ai confiance. Si je boucle avec ce que tu as dit au tout départ, qui est de dire que tu choisissais un peu la montre, notamment en fonction de ce qu'elle peut représenter ou te permettre de te représenter de toi dans le présent et dans le futur. Peut-être que je caricature là aussi, mais tu vois l'idée. Finalement, la simple marque Rolex, quel que soit le modèle, alors, il y a peut-être des petites nuances parce que, bon, toi, maintenant, tu en as déjà eu plusieurs, donc tu es arrivé à un niveau où tu peux commencer à choisir certaines choses, mais finalement, quel que soit le modèle, va suffire, si tant est qu'on puisse dire suffire, à combler ce truc-là. Complètement. Ok. Non, mais hyper intéressant. Enfin, je suis pas du tout surpris, hein. Moi, je te pose des questions, j'ai déjà mon idée de réponse que. Complètement. T'as tout dit. Ça comble mon envie d'avoir cette marque au poignet, d'objets, de symbolique. Et avant de te poser la deuxième partie de ma question, le deuxième truc qui m'interroge un petit peu dans ton parcours d'achat, est-ce que ce phénomène-là, tu l'aurais avec d'autres marques? Est-ce que tu pourrais, sur d'autres marques, dire bonjour, tente dans le magasin, qu'est-ce que vous avez, et tu prendras au hasard ou à la gueule? Parce que, alors, il y a plusieurs marques qu'on nomme quand on parle d'horlogerie très haut de gamme, qui sont éventuellement Patek et Audemars, qui ont chacun un modèle culte. Alors, il y a plein de jolis modèles, attention. Aucune autre marque. Mais t'irais pas chez Audemars en disant bon, qu'est-ce que vous avez? Tiens, je vais prendre celle-ci. Je l'aurais un peu plus que dans d'autres, parce que la puissance est forte aussi, mais je serais moins sécure et ce serait moins gratifiant pour moi. Non. Rolex, c'est la marque où je te jure, je peux acheter une montre de 28 mm pour femme. Alors, je la mettrai pas, mais je serais content de la regarder, je l'observerais, etc. Même un truc que je porterais pas, je serais capable de l'acheter parce que je trouve que l'objet est fascinant. Ok. Non, mais passionnant comme retour. Et donc, la deuxième question que j'ai vis-à-vis de ton achat, c'est donc toi, tu habites à Paris, si je dis pas de conneries, et tu achètes à Cannes. Alors, je pense que tu vois venir ma question. Comment tu choisis la boutique? Sachant qu'à Paris, tu as plusieurs boutiques Rolex. Tu as un magasin Rolex officiel, tu as des AD. Comment tu choisis cette fameuse boutique?
Et est-ce que sur toutes les boutiques, tu peux te permettre d'acheter? Moi, tu vois, je sais qu'à Nantes, l'un des Rolex qui s'appelle Prieur, la première question qu'il te pose, c'est est-ce que vous habitez à Nantes? Sinon, il te prend pas, il discute même pas avec toi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une adresse aussi à Cannes. Ok, d'accord. Donc, tu habites entre guillemets à Cannes également. Ouais, j'ai une adresse à Cannes. Donc si tu D'accord. veux, ça m'aide, mais je pense qu'ils s'en foutent. Ils m'ont quand même demandé où j'habitais. Bon après j'ai dit j'aimais bien Cannes, tout Après, ça c'est me vrai que Cannes, suffit. c'est déjà très touristique de Ouais, base comme ville. mais non, Très c'est un bon secondaire. point là ce que tu me dis. Oh, je pense que c'est plus le relationnel D'accord. que tu entretiens, et il y a aussi le, comment ils appellent ça déjà? Tu sais ce que tu as dépensé dans la boutique, le... Ce que tu as claqué avant, quoi, et ce Ouais, que tu es exactement en susceptible de fait. claquer plus tard, C'est assez peut-être aussi. tristounet, mais c'est un peu comme ça qu'ils raisonnent, c'est-à-dire qu'ils Ouais. se disent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont énormément de demandes. Tous les jours, il y a plusieurs, sûrement dizaines de personnes qui viennent. Je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et ils reçoivent au compte-gouttes des modèles. Ils savent jamais vraiment trop ce qu'ils vont recevoir à l'avance Mm. comme modèle. Et du coup, ils se disent, bah, je vais faire croquer les gens que j'aime bien. Peut-être leur cercle aussi un peu familial, amical, et les gens qu'ils Ouais. aiment bien. En fait, ils veulent faire plaisir à des gens plus qu'à d'autres. Donc si vous arrivez un peu arrogant, le client est roi, je vous emmerde, servez-moi une coupe de champagne, bah, ils vont pas penser à vous parce qu'ils sont pas en galère pour les écouler, tout Bien simplement. sûr. Alors que si c'est un modèle à 50 000 d'une marque inconnue au bataillon, enfin inconnue au bataillon, d'une marque très élitiste dont personne ne veut, même si le vendeur ne vous aime pas et vous trouve très arrogant, il va vous rappeler et il va faire Ouais. un poker face, un smile, faux cul, etc. Rolex, non. Ils écoulent très très vite. Donc si vous voulez, ils vont choisir soit les meilleurs clients et qui vont pas faire perdre de temps, parce qu'en fait, ils ont un historique d'achat. C'est ça le mot que je cherchais. Donc du coup, ils vont faire, ils se disent voilà, cette personne-là m'a déjà acheté 2 montres. Donc si je le rappelle, il va pas me faire perdre du temps. Ce Mm. qu'ils veulent pas, c'est perdre du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Ils ont des Ouais, charges, puis etc. j'imagine que Rolex les tanne un peu aussi Ah ça, ce là-dessus. serait Ils doivent intéressant, tu vois, surveiller. d'avoir J'aimerais le avoir point de ça, ouais. vue. Ouais, ça, ce serait intéressant. Un jour, si tu arrives à échanger avec quelqu'un comme ça qui a bossé pour eux, ou qui a bossé chez un AD, ce serait passionnant de Ouais. savoir un peu la pression que met la manufacture. Je pense qu'ils doivent, ça doit, ça va pas être détendre non plus, hein, vu à quel point ils sont Non. efficaces. Puis il y a Ça un doit niveau pas non plus. d'exigence qui doit être très élevé et des standards à Euh, respecter pour garder l'étiquette, quoi. ouais, exactement. Je pense que c'est pas le monde des bisounours aussi en Mm. back office, hein. Sachant qu'ils ont Donc, déjà des demandes qui sont très, pour le coup, j'ai des infos là-dessus, des demandes qui sont très précises, c'est-à-dire que, alors n'importe qui ne devient pas à des Rolex, c'est évident, mais surtout, tu vois, exactement comme peut le faire Apple d'ailleurs, c'est-à-dire que tu as un phénomène de, il faut qu'il y ait l'étal, elle soit de telle manière, qu'il y ait, je dis peut-être une connerie, mais 50 mètres carrés de magasin qui soient réservés à ouais. Rolex, les codes couleurs, exactement comme fait Ah Apple en oui, fait. oui. Donc, Il y a les guidelines marketing, comme dans toutes complètement, les marques de ouais. luxe, elles sont très, très, très. Moi, j'ai bossé pour une marque de luxe dans le sport. On avait des guidelines très, très précises lorsqu'on faisait un événement, etc. Ce qui énervait beaucoup d'ailleurs. Hmm. Mais non, non, il y a des guidelines qui sont très, Et très puis précises. ce qui explique aussi pourquoi souvent on a des Rolex, donc qui n'est pas un magasin Rolex, mais un distributeur Ouais, officiel Rolex, n'est pas non plus distributeur officiel. Alors je vais peut-être dire une bêtise, mais par exemple de Cartier, parce que Cartier va demander plus ou moins la même chose. Et tu peux pas avoir des boutiques de 600 mètres carrés, donc à un moment donné, tu es obligé de prioriser l'un ou l'autre. Alors peut-être que c'est pas vrai avec Cartier, mais tu vois ce que je veux dire, ouais, ouais, ouais. et qui phénomène ça. Ok, donc toi tu choisis ta boutique un peu relationnelle, c'est-à-dire que tu vas un petit peu au culot en mode voilà, moi je suis intéressé, je rentre, je vais faire mon tour. De toute façon, je suis dans le coin 6 mois de l'année, donc j'y vais. Et puis ensuite, au feeling avec le mec, ça passe bien, ça passe pas bien. En fonction de comment ça se passe, le gars, t'as pas plus ou moins de chance. Est-ce que les gens, dernière question là-dessus, puis ensuite on clôturera, est-ce que les gens euh, qui te vendent les montres sont des gens qui connaissent ta chaîne et est-ce que tu penses que ça joue? Alors, mon AD à Cannes, il s'est abonné avec son compte perso, et je l'ai retrouvé. Ouais. C'est-à-dire D'accord. qu'il est pas abonné avec en fait, c'est le patron, et il s'est pas abonné avec le compte sur Insta notamment et sur YouTube. Il s'est pas abonné avec le compte officiel de truc, mais il s'est abonné avec son perso et j'ai reconnu. Ok. Donc ouais, regarde. Génial. Ben, je pense que ouais, ça va lui plaire, il doit valider. On en a pas reparlé quand on s'est vu, mais la prochaine fois, ouais, je lui ferai un clin d'œil. Mais non, non, Auquel il cas, c'est suit, récent, il quoi. suit, il suit. Et je pense que alors, pour répondre, pour apporter du grain à moudre à ta question, je pense que ça m'a aidé. J'ai un autre AD là aux galeries là qui m'appelle pour une montre là justement. Hmm. Et du coup, lui, j'avais pas mal discuté avec et je lui ai montré ma chaîne.
Il a beaucoup apprécié et je pense que ça lui plaît, ça le fait marrer. Il a envie de créer un relationnel avec moi. Ok. Et ça m'a aidé, ouais. Donc les deux AD, les deux connaissent ma chaîne et ça, en tout cas, ça n'a pas été un frein, en tout cas. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, t'es pas le type lambda non plus. Non. Dans le parcours, tu as un parcours qui est plutôt ultra optimisé. Toi, c'est assez lisse, alors qu'il y en a qui galèrent comme jamais. Ce qui est peut-être pas non plus. On a l'impression que c'est toujours une galère, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est juste qu'il y a des gens qui n'y vont pas aussi, hein, qui vont tout le temps sur la pointe des pieds ou peut-être de manière trop arrogante, comme tu le disais. C'est soit l'un ou l'autre. Je pense que tout s'explique dans la vie et c'est une question de confiance en soi aussi. Quand t'es confiant en toi, t'es tranquille, tu dis bonjour. Tu vois, si tu rentres dans la boutique tendue avec des rictus, de la raideur dans tous les sens, qu'est-ce que tu veux que le mec il te rappelle, tu vois? Je veux dire, détendre, bonjour, tout va bien, une petite blagounette. Oh, il fait beau. Après, moi, j'ai été sales 10 ans aussi. Dire, en fait. Après, bon, je triche un peu parce que mon métier, ça a été commercial pendant 10-11 ans. Donc moi, j'ai appris à créer un bon relationnel. Alors, j'étais pas le mec, comme dit Orelsan, qui pue le cassoulet avec la tâche case, hein, dans son clip, mais j'étais pas non plus le cliché du commercial qui pue l'aftershave et le cassoulet. Voilà, c'est ça. Très bon titre d'ailleurs. Et du coup, mais c'est sûr que ça m'a aidé dans le relationnel de créer une ambiance détente. Et si vous créez ça, en fait, il faut que la personne, quand vous essayez la Rolex ou vous rentrez en boutique, se souvienne de vous. Basta. Il faut que vous laissiez une bonne image positive. Elle se souvienne de vous. Et le jour où vous repassez 3 mois après, je suis dans le quartier, bonjour, vous allez bien? Vous vous souvenez, on s'est vu il y a 6 mois. Voilà, j'avais essayé, j'étais le client un peu chiant, je vous ai fait un peu perdre du temps, puis on avait parlé de ça. Vous allez bien, sinon ça? Bon, passez bonne fête de fin d'année. J'essaierai de repasser en janvier, je vous garantis rien. Je pars au ski, j'espère que je reviens en un seul morceau. Allez, à très bientôt. Waouh, c'est plus sympa que quelqu'un de froid, quoi. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Puis quand on va chez les AD, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui rentrent. Rien que quand moi je suis rentré, t'essayes un ou deux modèles. Donc tu restes quoi, une demi-heure, 40 minutes. Bon, c'est vrai que moi j'aime bien traîner. T'as déjà 4-5 personnes qui passent, qui arrivent. C'est à peine s'ils disent bonjour. C'est une pièce de théâtre, la vie. Faut être cool. On sauve pas des vies. Faut être cool, quoi. Après, faut pas que ce soit mytho, mais faut être cool. Voilà. Non, mais c'est vrai que il y a un épisode dédié à la distribution sur Rolex notamment, dans lequel j'aborde le fait que être marketeur, commercial, seller, tout ça, c'est un peu globalement le même métier, la même approche, est un énorme hack si on veut obtenir sa Rolex plus vite. Alors le titre est un peu, t'as capté, mais l'idée c'est vraiment de bien comprendre que en fait avoir une approche de dire j'écoute et je connais les bases du market, finalement permet d'avoir en général un peu plus ce qu'on veut, de manière générale une Rolex ou autre chose, mais plus ce qu'on veut que les autres. Alex, pour terminer, j'ai envie qu'on parle rapidement du futur. Alors, première chose de manière générale, il y en a qui disent que Rolex commence à appuyer sur le bouton. Tu en as brièvement parlé tout à l'heure, donc on va faire vite. C'est-à-dire que là, je sais qu'ils sont en train de construire un siège. Enfin, pas un siège, mais une nouvelle usine. Tu as des infos là-dessus? Qu'est-ce que tu penses que ça peut changer sur ce marché-là? Est-ce que tu penses que la cote va complètement s'effondrer? Est-ce que tu penses que tout le monde va pouvoir avoir sa Rolex facilement ou pas? C'est une très bonne question. Savoir comment ça va évoluer, le futur. Je sais que Rolex se met un peu sur le marché de la seconde main ils ont sorti leur certification, oui. Voilà, en certifiant, etc. J'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Alors, très rapidement, parce que quand on en parle, c'est sorti il y a 2 semaines peut-être, c'est vraiment très récent. Les premiers tarifs que j'ai entendus, des AD donc qui redistribuent. C'est cher. C'est très très cher par rapport au prix actuel. Alors après, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'expérience et je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais apparemment c'est très cher. Et ça ne concerne que des modèles qui ont moins de 3 ans de mémoire. D'accord. Donc c'est vraiment une anarchie dans le marché de l'occasion Rolex, quoi. Moi, je pense que il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie et à Rolex. Rolex, c'est une marque qui a jamais été vraiment poussiéreuse, mais quand même, tu vois, il y a 10-15 ans, il y avait moins de lumière sur cette marque. Sûr, ouais. Aujourd'hui, il y a une grosse lumière qui est drivée aussi par la musique, les clips de rap,
la télé-réalité. Ça, c'est pas une bonne chose, la mais faut télé-réalité. dire ce qui est. Moi, je suis objectif, tu vois. Je suis pas là à juger, jugement de valeur, c'est pas mon univers. Je dis simplement qu'aujourd'hui, tu regardes la télé-réalité, ils ont tous des Rolex, ils ont tous des GMT2, machin, des trucs, les influenceurs, les influx voleurs, ce que tu appelles comme tu veux, ils ont tous des Rolex. Donc déjà, ça, il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Donc ça, voilà. TikTok, il y a pas mal de contenu avec des montres, etc. T'as plein de jeunes entrepreneurs qui entreprennent dans les cryptos, le dropshipping, c'est ce qu'on dit souvent, etc. Et ces crypto-millionnaires, ils sont vachement aussi sur le côté Rolex. Là, je vois vachement. Moi, j'ai moi-même fait venir des gens sur la chaîne, des potes qui sont devenus des potes, qui sont hyper chauds dans tout ce qui est Web3, crypto, etc. Et quand ils ont acheté des montres, c'était des Rolex. Voilà, c'est pas un hasard. Donc, je pense qu'il y a une grosse traction de la part des jeunes entrepreneurs qui veulent pas devenir des moutons de la société vers cette marque. Donc du coup, ça crée beaucoup de visibilité et je pense que la demande, elle explose de plus en plus, quoi. Donc après, est-ce que ça va cracher? Est-ce qu'il va y avoir une bulle? Est-ce que ça va cracher? Je sais pas. Mais je pense qu'on est dans une croissance encore en termes de désirabilité. Et Rolex a une longueur d'avance qui est quand même très très puissante. Je leur fais assez confiance là-dessus, effectivement, sur la partie market. Ils ont toujours été très bons. Il n'y a pas de raison qu'ils craquent maintenant et ils feront attention à garder cette cote. Au-delà du financier, j'entends quand je dis cote. C'est vraiment la cote d'un produit qui reste désirable. Et effectivement, si tout le monde l'a, ça le sera beaucoup moins. Donc, je pense que tout le monde ne sera pas pleinement satisfait, mais il est possible que ça sorte un peu plus. En même temps, il faut reconnaître que certains prix sur le marché de l'occasion aujourd'hui, sur le gris, sont quand même un peu déconnants. Alors ça s'est vraiment calmé, hein. Sur les 3-4 derniers mois, ça s'est calmé, effectivement. Ça s'est calmé. Mais Rolex, il me fascine sur le fait de garder la tête froide. C'est-à-dire qu'ils ont une hype infernale, tout le monde veut, et ils s'agitent pas dans tous les sens. Ils restent très focus. Les publications, c'est toujours les mêmes. Tu vois, ils vont pas sortir des modèles d'ici. En fait, ils gardent la tête froide alors qu'ils ont un buzz de fou et je trouve ça incroyable. Tu vois, alors il y a des marques qui pourraient céder à la facilité de se dire on va vraiment surcharger la pub sur Instagram, on va faire des formats nouveaux. Eux, ils restent fidèles, alors qu'ils ont une hype forte. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai qu'ils sont froids. C'est qu'ils gardent, ils sont froids par rapport au succès qu'ils ont et ils ont pas pris la grosse tête en innovant, en disruptant leur com. Et c'est balèze quand même. Non, c'est vrai, c'est intéressant, ouais, complètement. Ok, bah écoute, on verra de toute façon comment tout ça évolue. Le futur d'Alexandre Lacharme au niveau horlogerie, donc la prochaine montre d'Alexandre Lacharme, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais, peut-être. Alors, première question, c'est Rolex ou c'est pas Rolex? C'est Rolex, of course. Ce sera Rolex. Même via ma banquière. Oui, c'est vrai qu'on avait l'anecdote, on va la garder pour nous, celle-ci. Ouais. Et est-ce que tu as une idée du modèle? Peut-être Datejust 36 mm, c'est un modèle, une taille un peu petite, en cadran vert, menthe. Voilà, classique, bracelet Oyster, lunettes lisses. Donc écoute, sûrement je vais passer à la boutique et on va voir un peu si ça me fait vibrer ou si ça me laisse froid. Je pense que c'est ce modèle-là. Et puis voilà, on verra. Mais j'aime bien, ouais, pour alterner, pour varier. J'aime bien. Ça habille très très bien un poignet, une Rolex. Ça glisse, quoi. Tu surfes sur une vague, quoi. C'est beau. Et est-ce qu'il y a une autre montre, un autre modèle qui ne soit pas de chez Rolex, qui te fait de l'œil aujourd'hui? Je vais te donner un exemple. Je vais te donner mon point de vue à moi. Au-delà des Nautilus et enfin voilà, sans parler de Patek et d'autres marques, bien sûr. Donc pas de Royal Oak, pas de Nautilus. Moi, il y a une montre que j'aime beaucoup qui est la Girard-Perregaux Laureato. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Qui est vraiment une très belle montre et qui est une des rares montres, tu vois, qui pourrait aujourd'hui, je pourrais plutôt partir là-dessus si j'avais le choix entre ça et une Rolex. C'est pas impossible, tu vois, que j'aille sur du Girard-Perregaux, par exemple. Enfin, sur ce modèle-là, exclusivement. Je rentrerai pas dans une boutique en disant qu'est-ce que vous avez, tiens, je prends ça. C'est vraiment la Laureato, quoi. Pour le coup, c'est le modèle qui me drive. Ouais. Là, j'ai pas un modèle qui me drive en particulier. Non, j'irais plutôt chez Rolex. Après, je ferme pas la porte. Tu vois, il y a plein de marques intéressantes et de modèles intéressants. Mais je trouve que c'est ça. Visuellement, ça habille tellement bien un poignet, tu vois, que peu importe le bracelet d'un Rolex, que je trouve que c'est. Tu te gourres pas, quoi. Tu te trompes pas. Et tu te trompes pas, et c'est. Et il n'y a pas une prise de risque dithyrambique. Hein. C'est vrai que quand tu vas aller chercher une autre marque horlogère, bon,
c'est un peu différent. Tu peux avoir des diamètres un peu plus gros. Tu as du cuir, etc. Mais là, je trouve qu'une Rolex sur un bracelet en acier ou en or, peu importe, mais ça perdra pas de valeur. Enfin, c'est une valeur. Moi, je me trompe pas. J'ai pas l'impression de prendre un risque fou, même si ça coûte de l'argent. Mais je me dis, tu vois, je perds pas mon temps à acheter une Rolex et j'ai pas trop de risques. Alors que si je mets, tu vois, 5, 7 000, voire 10 000 dans une autre marque horlogère qui a moins de cotes, même si mon objectif, c'est pas de revendre, bah je vais quand même me dire, waouh, 10 000, ça fait cher. En fait, j'ai l'impression que quand je dépense sur Rolex, l'argent a moins de valeur. C'est-à-dire que je mets 7 000 sur une Rolex, bah, c'est pas grave. C'est une Rolex, c'est bon, tranquille, ça les vaut. Bah, disons que tu claques 7 000, au final, t'es assis sur 10 en sortant, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Alors que si je mets 7 000 sur un modèle un peu plus niche d'une autre marque, je me dis, putain, c'est vachement cher, quoi. Et même sans aller sur des trucs comme ça, là, tu vois, dans les 7 000, une autre montre qui moi, m'a beaucoup plu un temps et qui, aujourd'hui, c'est une hype qui se calme, en tout cas, pour moi, c'est la Cartier Santos. Ouais, j'aime beaucoup la Cartier Santos. Une montre à 6-7 000 euros, qui est une très belle montre. Mais j'aurais peur. Non, je serais pas bien, ouais. Je me dirais, c'est une folie. Voilà. Je me dirais, c'est une folie, fais autre chose, c'est une folie, sécurise-toi. Je me dirais, c'est une petite folie. Alors que la Rolex, bon, c'est une folie parce que c'est beaucoup d'argent, hein. Mais c'est une folie raisonnée. C'est une folie maîtrisée. Donc il y a quand même un volet un peu investissement, complète, même si je revends produit d'investissement. Ouais, même si je revends pas, c'est pour ça qu'on l'achète. Je l'ai en tête. Mais ça, on peut pas considérer Rolex sans ce truc. Tu vas dans le monde entier, t'es en galère, t'as plus de thunes, t'es à Bali, t'es à New York, t'es en Thaïlande, t'es où tu veux. Ouais. On va pas aller dans les bordels et tout, hein, mais t'es où tu veux. Ta Rolex, tu peux la refourguer pour des milliers d'euros. Après, si tu payes dans un bordel avec une Rolex, c'est que t'as pris une sacrée prestation. Ah là, c'est 5 étoiles. C'est le all inclusive à vie. Très très grosse prestation. C'est le all inclusive à vie. Mais tu vois, ce que tu dis est hyper intéressant parce que c'est effectivement les reporters de guerre avant des grands magazines à l'époque, etc. partaient toujours avec des Rolex pour cette raison, c'est que t'as une merde. Et ben tu sais que la Rolex gardera sa valeur quel que soit l'endroit du monde. Tout le monde sait ce que ça vaut. Et tout le monde va te la racheter sans que tu te fasses. C'est ça, c'est de l'argent liquide. C'est un lingot d'or, c'est de l'argent liquide. Et puis c'est pas forcément réservé qu'au bling bling. Un Coluche était pas bling bling, portait des très belles Rolex. Gainsbourg aussi. Fidel Castro, le pape, Jean-Paul II. Enfin voilà, je pense qu'il faut se renseigner sur la marque avant d'avoir un jugement un peu trop hâtif. Voilà, avant de taper sur ces gars-là et Sarkozy. C'est ça, exactement. Résumons ça comme ça. Écoute, merci beaucoup Alex d'être venu partager ta passion et ton expérience de Rolex et de l'horlogerie en général. C'est un plaisir Thomas. Toujours. Et puis tu sais quoi, je vais te laisser le mot de la fin, comme ça tu peux finir par ce que tu veux. Alors le mot de la fin, c'est déjà merci Thomas, merci de m'avoir réinvité dans ton podcast. Voilà, toujours un ton hyper disruptif et pertinent. En ce qui concerne les montres et Rolex, écoutez, faites-vous votre propre expérience. N'écoutez pas les idées reçues. Renseignez-vous. Et puis, si ça vous passionne, faites-vous plaisir. Mais voilà. Et puis, si vous voulez me retrouver, c'est sur Tocante, TOCANTES, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok un peu, pour avoir du contenu en toute décontraction et exactement, je pense, dans la lignée de ce que fait Thomas. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on pense, dans la bonne humeur, pas la langue dans la poche, et on essaie de faire bouger les lignes. Voilà. Ça marche. Merci pour tout, Alexandre. Et puis, à bientôt tout le monde. Salut, bye bye. À bientôt. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore,
Le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.